Madame, Monsieur Yaurana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce mercredi 12 août. Les rameurs de la Hawaii Kinuiva à Solo ne prendront pas le départ cette année. La 5e édition vient d'être annulée par les organisateurs. Les explications dans quelques instants. Vendredi, le gouvernement dévoilera son plan d'action consacré aux troubles du spectre autistique. 3 années pour mieux identifier et accompagner ces personnes, mais aussi leurs familles. Comment ce plan va-t-il se concrétiser et avec quels moyens? Nous en parlerons ce soir en plateau avec la vice-présidente de la Polynésie française, Minari Galnon. Cap sur le Mexique où le Orit Haiti suscite un véritable engouement. Depuis plus de 20 ans, le festival Huranui rassemble des centaines de passionnés venus de tout le pays. Nous vous emmènerons au cœur de ce rendez-vous. Pas de Hawaii Kinui Solo va à cette année. Le comité organisateur a annoncé ce matin l'annulation de la 5e édition. En cause, un calendrier sportif chargé et l'indisponibilité de plusieurs membres de l'organisation. Le point avec Rarahuma Achong et Veitiare Nauta. Elle devait réunir les meilleurs spécialistes du V1 avant la grande Hawaii Kinuiva A. Mais cette année, la Hawaii Kinuiva A Solo restera à quai. Le comité d'organisation a officialisé son annulation ce mercredi dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. La course devait signer cette année sa 5e édition. Vu que nos pièces maîtresses de l'organisation seront absents un bon moment, ils vont passer plus de 15 jours hors du territoire. Et il nous faudra moins d'une semaine pour mettre sur pied l'organisation. Nous avons pris la décision d'annuler la course. Les rameurs pourront toutefois se tourner vers la Super 8. Autre échéance attendue, les championnats du monde à Singapour avant la Hawaii Kinuiva A prévue en octobre. Pour rappel, l'an dernier, Hotui Tir pour eux s'était imposé devant Darren Arbulo. Parlons santé, handicap et éducation, à présent avec l'accompagnement des personnes autistes en Polynésie. Vendredi, le gouvernement dévoilera un plan d'action sur 3 ans. L'objectif, mieux identifier les personnes concernées, renforcer leur prise en charge et soutenir davantage les familles. Un enjeu qui représente déjà près de 2 milliards de francs par an et ce coût pourrait augmenter. Nathalie Salmonudri s'en explique au micro de Sam Teinaure. Ce plan autisme va pour mobiliser beaucoup de moyens humains, moyens budgétaires, mais au-delà de l'exclusion que l'on peut combattre, c'est aussi la non-inclusion qui coûte cher à la société. Lorsqu'une personne handicapée ne travaille pas, elle vit au crochet de la société. Aujourd'hui, il faut se dire, tu as un handicap, on va exploiter ce qui est exploitable, on va travailler l'employabilité pour que, à l'âge où tu pourras, tu puisses intégrer le marché du travail, payer des cotisations, avoir un salaire. Et là, on change de paradigme. Le handicap n'est plus une charge pour la société. Il participe à l'économie de la société. Mais ça demande qu'on étale bien les choses, que tout soit lié entre l'école, la formation professionnelle et tout. C'est le travail que l'on essaie de bâtir aujourd'hui. Et pour évoquer plus largement ce sujet avec nous ce soir, la vice-présidente et ministre des Solidarités, Minari Galnon. Yorana. Yorana, je vous remercie de m'avoir invité TNTV et puis je voulais transmettre toutes mes salutations à tous ceux et celles qui nous regardent ce soir. Alors Minari Galnon, vous le disiez vous-même en avril sur ce plateau, sur notre antenne, c'est bien souvent à l'école que l'on se rend compte qu'un enfant est autiste. Mais est-ce que les enseignants ou même les parents sont assez formés pour détecter ça chez son propre enfant ? Alors, il faut savoir que pour les parents, déjà,
c'est très très compliqué. Vous savez, quand vous avez un enfant, c'est l'enfant le plus merveilleux du monde. Et souvent, lorsqu'il y a des problèmes, et surtout l'autisme, c'est quand même un handicap invisible. Il faut vraiment connaître les symptômes pour pouvoir dire que mon enfant a le trouble du spectre de l'autisme. Donc, au niveau des enseignants, vous avez des enseignants qui sont formés. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut faire plus d'informations, plus communiquer sur ce que c'est que le trouble du spectre de l'autisme aujourd'hui. Donc, d'où notre plan. On parle aujourd'hui de près d'1 millier d'enfants concernés contre 250 recensés. Comment expliquer cet écart? Est-ce qu'on a un manque de médecins, un manque de spécialistes, justement? Non, je ne pense pas. C'est parce que ce sont déjà nos familles polynésiennes. Vous savez que chez nous, vous avez les familles élargies. Lorsqu'on a un problème, c'est tout le monde qui se mobilise. On a encore ce sens de la vie. Et puis je dis heureusement que nous sommes comme ça. Mais cependant, aujourd'hui, on a vraiment voulu au niveau de notre gouvernement, parce que c'est une priorité, c'est de travailler l'inclusion au niveau du handicap. Donc, c'est un premier pas. J'ai fait ce travail avec la déléguée interministérielle, donc Nathalie Udry. Et toutes les deux, nous avons surtout voulu réunir toutes les ministres femmes, parce que nous sommes toutes des mamans, pour pouvoir être sensibles à cette problématique. Donc la ministre de la Santé, la ministre de l'Éducation, la ministre de la Jeunesse, la ministre de l'Emploi, et moi-même. Alors, je trouve que c'est un travail vraiment en interministérialité, c'était important. Et je vous dis, pour ces enfants, puisque nous travaillons jusqu'aux enfants, les adultes de moins de 20 ans, parce que cela est important pour nos familles. Et comme vous le savez, en tant que ministre des Solidarités, j'ai vraiment voulu prioriser les familles d'abord, bien connaître leurs difficultés. Et je voulais aussi rendre hommage à toutes ces associations qui s'occupent de ces enfants, de ces troubles, parce que c'est grâce à elles que nous avons pu aussi travailler, avoir beaucoup de données, avoir cette collecte de données. Je reconnais que ce n'est pas suffisant, mais comme je vous l'avais dit, c'est sur 3 ans. Nous allons mettre les moyens au niveau de notre gouvernement, parce que pour notre président, c'est aussi une priorité. Donc c'est pour cela que nous avons le plaisir de vraiment présenter ce plan TSA 2023-2026 ce vendredi 14 août à 8h à la présidence. Alors, Madame la vice-présidente, toujours au sujet des enfants, je vous propose à présent de regarder ce reportage consacré à l'unité Pareora de Pir'e. Depuis mai 2024, elle accueille les jeunes victimes de violences, mais la convention entre le pays et l'État nécessaire aux réquisitions pour les actes judiciaires n'a toujours pas été signée. Les explications de Sam Teinaure. Depuis mai 2024, l'unité d'accueil pédiatrique enfants sans danger de Pir'e, Pareora, est opérationnelle. Les enfants sont accueillis, examinés, évalués et auditionnés. Mais cela ne se fait pas convenablement puisqu'il manque toujours une convention entre les services du pays et de l'État et de l'UAPED pour que le tribunal puisse prendre des réquisitions afin de payer les actes judiciaires qui y sont exécutés. Cette difficulté est en passe d'être levée. À présent, je crois que tous les freins ont été levés, puisque cet agrément, qui n'est pas un agrément, enfin en tout cas une autorisation nous a été donnée, écrite par l'ARAS. Le CHPF est d'accord pour collaborer avec nous. Donc maintenant, nous allons revenir vers le pays et vers la justice pour signer cette convention et pouvoir effectivement offrir aux enfants et aux familles, et surtout aux enfants victimes, des conditions décente et bienveillante pour une audition dans le cadre de leur violence. Du côté du palais de justice, le problème a été pris très au sérieux par le procureur général qui a tenu à mettre tous les acteurs sur le même niveau de compréhension. L'ensemble des services de l'État qui étaient concernés, côté justice, police, gendarmerie, etc., soient déjà tous d'accord sur une rédaction. Ce qui a été le cas l'année dernière. Cette rédaction a ensuite été soumise aux différents partenaires, que ce soit l'UAPED, Pareora ou l'hôpital ou le pays. Et donc, a priori, pour moi, le document actuel, la base, elle existe. Il reste après à régler des petits détails qui sont un peu compliqués à expliquer techniquement, mais disons en gros qu'il faut qu'on sache plus précisément vers
qui va être adressée cette réquisition et qui est en quelque sorte une répartition de compétences entre l'hôpital et l'UAPED. Cependant, il reste une difficulté dans ce dossier. Elle est d'ordre financier. En effet, les actes judiciaires exécutés au CHPF n'auraient pas tous été réglés et la Convention ne réglerait pas les problèmes qui ont engendré les retards de paiement. Cet aspect inquiète les administrateurs de l'UAPED de Pirée qui rappellent qu'il y a urgence. Dans la grande majorité, vraiment la très grande majorité des dossiers d'agression sexuelle ou de viol sur mineurs que je peux rencontrer, les prévenus ou les accusés ont eux-mêmes subi ça quand ils étaient enfants. Je ne dis pas ça parce que c'est une excuse, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les enfants qu'on est censé recueillir chez nous, cette prise en charge, c'est pour permettre justement d'éviter à l'avenir qu'ils puissent reproduire ce qu'eux-mêmes ont vécu, qu'ils puissent le reproduire sur d'autres enfants. Parce qu'encore une fois, ceux qui ont vécu ça et qui ne sont pas pris en charge auront beaucoup plus tendance à la reproduire. On revient avec vous, Minard Galnon, cette fois sur ce blocage. Comment l'expliquez-vous justement ? Alors, je voulais juste dire que concernant ces enfants, surtout la petite enfance qui est vraiment en danger, ces enfants qui ont subi des blessures, on ne peut pas rester insensible. Alors, au niveau du pays, nous avons assumé nos responsabilités puisque au niveau de mon ministère, j'aide à hauteur de 24 millions par EORA et le ministère de la Santé à hauteur de 16 millions. Nous estimons au niveau du gouvernement que nous assumons nos responsabilités. Cependant, concernant la signature de la Convention, nous venons d'entendre parler le procureur général et je trouve que c'est déjà un procureur général qui va à la rencontre de tout le monde justement pour bien connaître les problématiques. Et nous venons aussi d'entendre la présidente de Pareora, Mme Bourance-Bona, qui disait que ça allait s'arranger. Donc pour moi, c'est tout à fait positif. Cependant, je tiens à rappeler que la médecine légale et la justice sont de compétences d'État. Nous assurons le fonctionnement de Pareora, c'est ce que nous faisons au niveau de notre gouvernement. Justement, on l'a entendu, le CHPF explique qu'ils n'ont pas été réglés dans la totalité. Donc le CHPF pourrait aussi voir d'un mauvais œil qu'une partie de sa patientèle, donc de son financement, bascule aussi vers une autre entité. Comment cette rivalité, est-ce que cette rivalité entre ces deux établissements de santé a pesé aussi dans ce blocage ? Alors, comme il s'agit ici de la médecine légale, comme je vous le disais tantôt, ça concerne les compétences de l'État. Parce que pour nous, c'est vrai qu'il y a forcément des discussions à avoir, mais au niveau du pays, nous avons assumé nos responsabilités sans problème. Pendant ces 2 ans sans réquisition systématique, ce sont les enfants victimes de violences qui continuent d'être entendus ailleurs, dans des conditions parfois moins protectrices que cette unité qui est censée offrir. Qu'avez-vous à leur dire, à eux et à leurs familles ? Non, je pense que au niveau de Pareora, la prise en charge de ces enfants, tout a été fait dans les règles. Je pense que ce sont juste des problèmes matériels encore qu'il y a à régler, mais ça ne touche pas directement les enfants, puisque les enfants sont pris en charge et que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu d'obstacles, je n'ai pas entendu de problème. C'est vraiment l'histoire de la convention et cette convention-là, pour qu'elle soit signée, je pense que tout doit être éclairci entre tous les partenaires. Et qu'est-ce qui bloque alors aujourd'hui ? Je ne peux pas vous répondre puisqu'il ne s'agit pas du pays. Nous, on n'a aucun problème. C'est ce que je viens de dire. Nous assumons nos responsabilités. La médecine légale, c'est l'État. Et puis la justice, c'est l'État. Donc on attend que ça se débloque au niveau de la justice et au niveau de l'État. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente, d'avoir accepté notre invitation. Bonne soirée, merci de l'invitation. Et nous restons dans l'actualité politique avec un nouveau candidat dans la course au sénatorial. Steve Amblin a officialisé sa candidature à Veirao aux côtés de Tawatea Taaviri Juno, première adjointe au maire de Papara. L'ancien ministre du Tourisme et ex-président du MEDEF revendique une candidature issue de la société civile avec 2 priorités, l'économie et l'emploi. Le point avec Thomas Chabrol et Jeanne Tinoroy. Steve Amblin, entrepreneur de 53 ans, ancien ministre du Tourisme entre 2009 et 2011 et ex-président du MEDEF Polynésie, a présenté un programme orienté vers les communes. Il a choisi Veirao, dont il est originaire, pour lancer officiellement sa campagne pour les sénatoriales. Mon arrière-grand-père est resté 50 ans chef de district. J'ai toujours entendu parler de politique. Mes parents m'ont demandé de
de consolider mes finances avant d'y aller pour éviter justement de faire de la politique alimentaire. Et donc maintenant que mes sociétés sont créées, à 53 ans, je peux me lancer. Avec sa suppléante Tuateata Virijuno, cadre de la fonction publique communale, le candidat veut porter au Sénat une voix indépendante des partis. Je demanderai à personne de changer de conviction. Si tu es indépendantiste, tu restes indépendantiste. Si tu es autonomiste, tu restes autonomiste. La seule chose que je souhaiterais, comme des acteurs économiques qui sont derrière moi, des salariés, mais également certains élus municipaux, on souhaiterait mettre en avant aujourd'hui l'économie et le social. Ils ont été très longtemps divisés, opposés, alors qu'en fait, ils vont ensemble. Au cœur de son programme, le soutien aux communes, l'accès au financement et à l'ingénierie, ainsi que la création d'opportunités pour la jeunesse. Il défend également une équité entre les archipels, un programme qui semble trouver écho auprès des élus de la presqu'île. Pour le maire de Taïrapu-Ouest, cette approche répond aux besoins très concrets des communes, attirer des investisseurs et créer de l'emploi. Ça fait partie de notre vie de tous les jours, de parler d'économie sociale. Et ce sont nos habitants qui sont touchés par rapport à ces deux sujets. Derrière cette candidature, Steve Amblin voit une évolution du paysage politique polynésien. Des acteurs du privé veulent désormais prendre part aux décisions publiques. Sur ce qu'il a donné comme programme, on est tout à fait en phase là-dessus. Je suis entrepreneur de magasin d'alimentation de la presqu'île. Donc dans tout ce qu'il a dit, oui, je me reconnais. C'est vrai qu'auparavant, en tant qu'entrepreneur, tu ne fais pas trop attention à ce monde de la politique. Et nous sommes la nouvelle génération qui voulons faire entendre notre voix aujourd'hui. Steve Amblin assume, cette candidature est un test avant d'envisager la création d'un mouvement politique. Il devra maintenant convaincre les grands électeurs des 48 communes avant le scrutin du 27 septembre. Je vous propose de terminer ce journal à plusieurs milliers de kilomètres du Fénoua, direction le Mexique. Depuis plus de 20 ans, le festival Huranui y rassemble des centaines d'adeptes du Oritahiti autour de formations, de compétitions et d'échanges culturels. Un véritable engouement bien au-delà de nos frontières. Attachez vos ceintures, Vémi Thierlo nous y emmène sur des images de Teinaho. À plus de 6000 km de Tahiti, les rythmes des tohérés font vibrer les danseurs mexicains. Créé il y a plus de 2 décennies, le festival Huranui est devenu un pont culturel majeur entre Tahiti et le Mexique. Chaque année, plus de 600 participants s'y retrouvent pour apprendre auprès d'artistes du Fénoua. Le Huranui pour moi, c'est un niveau de vie que j'ai, une forme de vie, une passion. J'aime organiser ces événements parce que je sais que les gens viennent avec tout leur enthousiasme pour apprendre, pour concourir et gagner des prix. Je suis très contente, je suis heureuse parce que les gens sont heureux. Tout l'effort et tous les travaux que nous avons fait pendant tant de mois, en vaut la peine. Plus qu'un simple concours, Huranui propose des formations diplômantes, des ateliers de perfectionnement et des prestations de haute volée, notamment dans la catégorie Oriteito. C'était une expérience magnifique, surtout dans la catégorie Tahito. La préparation m'a beaucoup émue pour découvrir comment on dansait à l'époque et je me suis sentie tellement libre sur scène. Je suis contente et reconnaissante envers Nelly et envers toutes les danseuses, Teina, Alexandra, Variana, pour cette opportunité et de m'avoir choisie comme gagnante de ce vol pour Tahiti. J'ai hâte de visiter l'île. Un engagement partagé par les chefs de groupe, mobilisés durant des mois, avec un autre objectif en vue. Pour faire la tenue, ça a été une semaine parce que nous ne sommes pas tahitiens et nous voulions faire au mieux possible. Le Huratapairu, c'est un grand défi. Je ne sais pas si je suis prête, mais j'ai envie d'essayer avec beaucoup d'amour et d'espoir. Des enfants aux danseurs confirmés, c'est toute une communauté qui se retrouve portée par l'amour du patrimoine polynésien. Un investissement de chaque instant qui fait d'aujourd'hui du Mexique l'un des pays où le Oritahiti s'épanouit avec le plus de ferveur. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après Camping Paradis et plus tard en soirée le bouquet de la mariée. Je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV et vous retrouve demain soir à la même heure. On se quitte sur ces images poétiques de l'éclipse solaire qui a plongé une partie de l'Europe dans la pénombre. Je vous laisse apprécier.